La médiasphère, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il n'y aura pas d'université d'été cette année pour les grands partis. Pourquoi est-ce que le rendez-vous va manquer? La vie politique française décidément ne cesse de vivre les répliques du séisme Macron. Pour l'analyse avec nous aujourd'hui, Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Directeur en sciences politiques, on le rappelle. Docteur, pardon. Directeur, c'était un peu bizarre, c'est vrai. Oui, docteur en sciences politiques, voilà, c'est un peu plus cohérent. François Bazin, bonjour. Bonjour. Je vais essayer de ne pas tromper cette fois-ci. Journaliste, auteur de Rien ne s'est passé comme prévu, publié aux éditions Lafon. Michel Taube, bonjour. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale. Et Frédéric Foscani, bonjour. Bonjour. Fondateur de QSN Digital et spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Alors, on est au mois d'août et traditionnellement, à la fin de ce mois-ci, eh bien, les grands partis se réunissent dans ce qu'on appelle des universités d'été. Alors, je dis ce qu'on appelle, est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire s'appelait, parce que visiblement cette année il n'y en aura pas. La faute à quoi? La faute à l'argent qui manque dans les caisses, et voilà ce qui s'est passé après les législatives, et c'est ça que les partis sont en train de payer, c'est que les dotations ont fondu comme neige au soleil après les résultats de ces élections législatives. Benjamin Morel, vous pouvez peut-être nous expliquer. Alors on le voit, La République En Marche, on le commentera tout à l'heure, mais ce qui passe pour les Républicains et le Parti Socialiste, c'est qu'on passe de dotations assez confortables à des 13 ou 7 millions d'euros pour les Républicains et le Parti Socialiste, qui évidemment pose de grandes questions. Écoutez, c'est assez simple, c'est-à-dire que vos dotations dépendent de votre score aux législatives. Or, comme ces partis ont fait un score beaucoup plus bas à la fois que prévu, alors qu'ils avaient investi et emprunté, et que lors des dernières législatives en 2012, eh bien forcément leurs dotations fondent. Le problème, c'est que notamment dans le cas des Républicains, on avait affaire à un parti qui était très endetté déjà, et qui donc se retrouve dans une situation financière qui est un vrai problème, un vrai enjeu d'avenir pour lui. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il faut garder le siège social ou pas? Est-ce qu'il faut licencier certaines personnes? Donc ça veut dire peut-être aussi un plan social. Et puis, il y a ces universités d'été. Alors le PS, par exemple, apparemment, il n'y en aura pas. Il y aura juste un tout petit séminaire de rentrée. Ça sera la fin du mois d'août. Ça peut manquer. D'ailleurs, ce séminaire de rentrée aura lieu à La Rochelle. Mais en fait, l'annulation des universités d'été n'est pas qu'une question de moyens. C'est aussi une question de visibilité politique et de présence sur la scène politique de tous ces partis. L'université d'été du Parti Socialiste avait déjà été annulée l'année dernière. Oui, alors ça devait se tenir à Nantes. Voilà, mais elle n'a pas marché du tout comme les précédentes éditions c'était tenu. Il y a une crise des partis politiques traditionnels, une crise très profonde et qui n'est encore une fois pas liée qu'à la baisse des dotations financières suite aux échecs des élections législatives. Il y a une crise interne à ces partis, il y a une crise idéologique, il y a une crise de leadership, il y a une crise de relation entre les militants de base et les cadres de ces partis. C'est valable pour les Républicains, c'est valable pour les socialistes, et c'est pourquoi ils n'ont plus la capacité aujourd'hui d'organiser des universités d'été, c'est-à-dire des événements de débat et des événements populaires qui rassemblent beaucoup de militants. La raison pour laquelle l'année dernière l'université d'été du Parti Socialiste avait été quasiment annulée, c'est parce qu'il y avait très peu d'inscrits. Très peu d'inscrits. C'est pas une question de finance, c'était vraiment une question de crise profonde de ces anciennes formations politiques. François Bazin, il n'y a pas d'université d'été, non pas pour une crise financière, mais une crise politique, selon vous? Oui, je pense qu'en effet, l'analyse qui vient de développer est la bonne. C'est pas simplement un problème financier. Ces gens-là, finalement, ils n'ont plus grand-chose à se dire. Vous voyez ce qu'on voit dans la presse actuellement sur leur vie interne, ce sont des bagarres sur des histoires de financement, de coûts de campagne, de salaires de permanents. C'est comme dans les divorces, quand on commence à parler d'argent. C'est jamais bon signe. Et là, on en a la démonstration. Alors c'est vrai qu'un parti politique peut exister, il faut quand même le souligner, sans université d'été. Les grands partis politiques, c'est une invention récente, c'est une invention d'il y a 30 ans, qui s'est un peu installée dans les coutumes, dans le cycle qui est parfois plus un cycle médiatique qu'un cycle politique. Alors oui, mais justement, oui, effectivement, à quoi servaient les universités d'été? C'était le coup d'envoi de la rentrée politique pour tous les partis. Il y avait vraiment un but précis, il y avait une mission, il y avait des signaux envoyés. Je pense que à l'origine, lorsque ça a été institué, l'objectif c'était aussi de montrer sa puissance. Donc c'était une démonstration de sa force de rassemblement. Potentiellement, c'était les Giscardiens, les jeunes Giscardiens qui ont inventé ça, les premiers. Et ça avait au départ une fonction essentiellement de formation, de visibilité. Après,
Ça a pris, c'est une sorte de meeting permanent qui d'ailleurs posait parfois des problèmes aux partis politiques, un peu trop tôt dans la saison, où ils étalaient plus souvent leur division que leur message. L'idée de la suppression du PS, de leur université d'été était une idée qui traînait avant qu'ils n'aient leurs difficultés, leur division interne. Parce que c'était un rendez-vous bizarre où on venait, la rentrée c'était, vous voyez combien de divisions, le PS, combien de divisions, et puis on le voyait vraiment. Et il y avait généralement un discours de leader, mais qui marquait pas forcément le tempo de la rentrée. C'était quand même quelque chose de difficile à gérer. Oui. Frédéric Foscani pour revenir. Non, bien sûr. Il y a un cas de figure un petit peu différent. Arnaud Montebourg, par exemple, il faisait chaque année sa rentrée le 21 août avec la fête de la Rose. Oui. Celle-ci va avoir lieu cette année. Mais il a annoncé début juillet qu'il quittait la vie politique, il a réuni ses amis politiques, et cette année, il semblerait, alors ça peut encore évoluer, mais qu'il sera présent à la prochaine fête de la Rose, mais qu'il ne s'exprimera pas, que celui qui tiendra le grand discours de cette fête, ce sera Boris Vallaud, qui a été élu député lors des précédentes législatives. Et donc voilà, ces événements de rentrée servaient aussi à lancer la saison politique des grands leaders politiques. Donc c'était pour les ténors ? Pour les ténors, en présence des militants qui, comme vous le disiez, étaient là aussi pour se former sur les éléments de langage et les grands enjeux de la rentrée. Donc c'est important. Arnaud Montebourg, c'est pas lui qui avait créé. C'était Pierre Jox et le député de l'époque qui s'appelait Mathius. Donc ce sont des créations qui... Voilà, mais la question qui se pose, c'est quel va être l'écho de cette fête de la Rose en absence ou avec le silence de son leader des précédents mois, précédentes années. Voilà, c'est un véritable problème de communication, et d'autant plus que la rentrée de l'exécutif va être extrêmement chargée, donc celui-ci va occuper l'espace médiatique et il restera peu de place certainement pour les oppositions et leur rentrée politique à elles. Si vous voulez, je pense qu'il y a quand même un problème qui est politique derrière. Pourquoi est-ce qu'on a reporté ces universités d'été ? C'est pas seulement pour des questions financières. On a 3 grands partis, Or En Marche, Front National, les Républicains, Parti Socialiste, qui en fait ont un problème presque de scission interne qui est possible. Tenir une université d'été, ou comme vous le disiez bien, on étale les divergences, c'est au bout du compte s'astreindre à faire un choix. Aucun des 3 n'est prêt à faire un choix. Le Parti Socialiste est dans un vide absolu actuellement, sans réel leader et avec des lignes politiques qui sont totalement contradictoires, parce qu'en fait, ils n'ont plus d'espace politique entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Donc, il y a un vrai problème, et que va-t-on se dire ? Quel message va-t-on envoyer à la France lors d'une telle université d'été ? Chez les Républicains, il y a le choix du président. Pour l'instant, Laurent Wauquiez est pressenti, mais il ne fait pas encore l'unanimité. Il y a une frange centriste qui pense qu'elle a encore un avenir chez les Républicains, d'autant que ça ne se passe pas très bien pour les constructifs. Donc, il y a un choix qui va être fait probablement au mois de décembre ou au mois de novembre, mais qui clairement n'est pas encore dans les tuyaux, et en tout cas qui sera fait après les sénatoriales, qui sont une échéance très importante pour la droite. Concernant le Front National, il y a la querelle entre Nicolas Bay et Florian Philippot, et là non plus, on ne veut pas se mettre dans une situation où il faut trancher. Donc, il y a la question des financements, mais pour ces 3 grands partis, il y a également une question politique qui fait que c'est plutôt opportun d'annuler un tel rendez-vous. Oui, visiblement. On voit bien que ce n'est pas qu'une question de coût, puisque la République En Marche, qui aurait largement les moyens d'organiser ce genre d'événement, ne le fera pas non plus. Mais en revanche, va utiliser d'autres leviers. Et c'est là où je pense qu'on est en train d'assister à une vraie restructuration pour ces partis, l'utilisation de nouveaux leviers pour organiser, fédérer au sein du parti, et notamment, je dirais que la République En Marche va donner l'impulsion, puisque eux-mêmes, sans organiser ce genre d'événement, vont proposer une plateforme collaborative à leurs militants pour permettre de fédérer, de faire passer les messages. On a l'exemple notamment de Jean-Luc Mélenchon sur les nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser. C'est un petit peu, tout le monde a un petit peu ri de ces hologrammes, etc. Il n'en reste pas moins que ça a été un formidable moyen pour lui de démultiplier une audience à moindre coût, finalement, pour fédérer un maximum de personnes pour un seul événement. Alors que ce sera plus difficile de faire venir physiquement des personnes à une université. Alors, vous parliez du FN, effectivement, et vous disiez que ce n'est finalement pas un problème financier. Florian Philippot, il était l'invité de la matinale, tout à l'heure.
Ça, c'est l'effet de la très forte abstention législative. Et vous savez qu'en France, le système de financement des partis politiques dépend du premier tour, du nombre de voix au premier tour des élections législatives. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, évidemment, comme très peu de personnes ont voté, il y a très peu de fonds. Mais bon, plaie d'argent n'est pas mortel. Hein. Voilà, il évacue la question. On pourra pas. La question, c'était spécifiquement sur ces universités d'été que le Front National ne pourra pas se permettre d'organiser. Pour lui, c'est pas un problème. Il a tout intérêt dans une telle position, étant donné qu'il est le chef d'un des deux grands courants du Front National et que pour l'instant, les arbitrages en interne lui sont plutôt défavorables. Donc là, il est dans la communication politique, mais très très clairement, pour le Front National, surtout pour le Front National, cette université d'été, si elle avait eu lieu, aurait été un massacre. Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, c'est pas à la fin de l'été que les grands arbitrages politiques internes aux trois grandes formations qui ont été laminées aux législatives vont se faire. Et les décisions ont été prises, les renvoyer à beaucoup plus tard, à l'automne, voire début de l'année prochaine. Et c'est vrai qu'aucun de ces partis, Front National, Républicain, Socialiste, ne veulent prendre le risque d'un étalage sur la place publique, parce qu'une université d'été, c'est un événement qui est beaucoup plus public qu'un séminaire à huis clos, à l'abri des regards et des médias. Donc ils ne veulent pas prendre le risque d'un étalage public, de division interne et d'arbitrage idéologique qu'ils ont préféré. C'est peut-être pas une bonne chose, parce que quand il y a des problèmes, il vaut mieux les traiter tout de suite que de laisser monter les tensions. Ouais. Mais c'est le choix qui a été fait manifestement. Alors vous parlez d'étalage public, mais quand on regarde les Républicains, là encore pas d'université d'été du parti, mais regardez, plusieurs rentrées politiques quand même. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est que les divisions s'affichent au grand jour, puisqu'on le voit sur la carte de France. Les sarkozystes vont se réunir au Touquet les 26 et 27 août. Les juppéistes, eux, seront à Bordeaux le même week-end. Les fillonistes à La Baule début septembre. Les fidèles de Laurent Wauquiez seront au même moment à Lyon. Et puis les constructifs, eux, au même moment à Trouville. Là, au niveau d'image véhiculée, c'est dévastateur, non ? C'est assez dévastateur, mais si vous voulez, le fait de ne pas faire quelque chose en commun, ça évite deux choses. Premièrement, de vous compter en interne, et deuxièmement, de trancher entre toutes ces lignes. Pour les Républicains, il y a un problème de synthèse. Ils se veulent, y arriveront-ils, en tout cas ils sont plutôt bien positionnés, arriveront-ils à devenir le grand parti d'opposition à Emmanuel Macron? Ça implique une vraie réflexion sur quel est le logiciel idéologique de ce parti. Et ils ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Il y a très clairement des constructifs qui sont beaucoup plus proches d'Emmanuel Macron et une aile droite qui est beaucoup plus proche de Nicolas Dupont-Aignan, voire d'une partie du Front National. Donc le choix de cette ligne politique, quand il sera fait, sera un choix qui devra être radical parce qu'il s'agit d'exister contre quelque chose de très nouveau en marche. Donc à partir de là, un tel choix, c'est compliqué. Le fait de se réunir à part, ça permet au moins de se retrouver avec des gens qu'on connaît et de ne pas avoir à choisir. François Bazin, est-ce que c'est aussi l'une des conséquences de la victoire d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire la politique d'une certaine manière. On a bien vu que ça commençait à être bouleversé à l'Assemblée nationale ou dans la présidence. C'est aussi bouleversé dans la façon de faire sa rentrée. Oui, la victoire de... Quel est l'œuf, quelle est la poule? Je ne sais pas. La victoire de Macron et la conséquence a pour effet l'explosion des grands partis traditionnels. Donc on le constate aussi. C'est pas en un été que ces partis vont retrouver un logiciel, un leadership, etc. Alors il y a des choses qui sont pas tout à fait nouvelle, parce que les universités d'été par courant, ou par sensibilité, ou par etc., c'est une vieille tradition des Républicains. En plus, ils ont un système où il y a les universités des jeunes, des vieux, etc. Mais néanmoins, ils arrivent à se retrouver dans un lieu commun. La totale. C'était considéré, je me souviens de l'année dernière, considéré comme un exploit s'ils étaient tous sur la même tribune une fois. Et en plus, pour ne pas s'écouter. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas une nouveauté extrême. La nouveauté, je trouve, dans cette affaire-là, c'est qu'en effet, ils ont subi une telle défaite qu'ils sont devant un trou noir, ils ne savent pas très bien quoi faire. Et finalement, l'abstention, passer son tour sur cette rentrée, c'est l'impression que ça donne, c'est une façon de montrer que finalement on n'a pas grand-chose à dire et que ça sera pour plus tard. Et ceci d'autant plus qu'effectivement Emmanuel Macron a, vis-à-vis des Républicains plus particulièrement, bien réussi son coup, entre guillemets, parce que les juppéistes qui vont se retrouver à La Baule, grosso modo, ce sont les constructifs.
qui ont formé un groupe politique à l'Assemblée nationale pour participer, pour soutenir parfois moins la majorité présidentielle et plus particulièrement Édouard Philippe. Donc effectivement, la division idéologique au sein des Républicains, elle est également politicienne, elle est également partisane, elle est également dans le temps présent. Donc ils ne peuvent pas actuellement se réunir, parce que s'ils se réunissaient tous ensemble, encore une fois, ce serait une guerre d'empoigne entre les accusations contre les fillonistes qui ne se sont pas retirés au bon moment en vue de la présidentielle, par rapport aux jupéistes dont beaucoup soutiennent aujourd'hui le gouvernement. Voilà. Non, pour moi, il y a un parti qui a annoncé sa véritable rentrée, et c'est quasiment le seul. C'est la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a annoncé sa rentrée. Donc fin août à Marseille. Fin août à Marseille, mais je pense surtout à son grand meeting, à sa grande journée du 13 septembre, où il compte réunir de très nombreux militants et de très nombreux citoyens pour faire pression sur le pouvoir par rapport à la loi travail. Pour moi, la véritable rentrée, le seul parti qui ose annoncer une rentrée populaire, c'est-à-dire avec beaucoup de militants autour des leaders, c'est la France des Insoumis. Et encore une fois, on risque de retrouver comme seule opposition forte, audible au pouvoir exécutif, comme on l'a eu les 2-3 premiers mois d'exercice du pouvoir, Mélenchon et la France des Insoumis. Mais alors justement, c'est pour reprendre la formule de François Bazin, si les autres partis politiques passent leur tour sur cette rentrée, comment convaincre et attirer les militants ? Ce rendez-vous-là, il va manquer forcément, non ? Non, je ne suis pas sûr qu'il manque réellement. Si vous voulez, on est dans quelque chose qui est de la communication. Le problème, il est plutôt dans le manque de militants, vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que les universités d'été, elles ont été créées à un moment politique où on avait des partis populaires en fait, avec le RPR, beaucoup de militants, le Parti socialiste, le Parti communiste. Ça n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, c'est principalement des permanents de partis. Il y a encore quelques militants. Sont-ils prêts à se déplacer ? Oui et non, vous le disiez très bien tout à l'heure. Maintenant, on a d'autres moyens de communiquer dans les partis. Donc, en fait, non, ça ne va pas forcément beaucoup manquer. En revanche, la personne, à mon avis, à qui ça va le plus manquer, c'est paradoxalement Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, avoir une opposition, c'est très très important. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous êtes un parti majoritaire et que vous n'avez pas d'opposition, eh bien chacun peut se dire « ce parti ne me convient pas, mais moi j'ai l'idée de quelque chose qui serait mieux ». Quand vous avez le choix entre d'un côté le parti majoritaire et de l'autre une opposition structurée dans une perspective d'alternance, si on avait en face de façon certaine Laurent Wauquiez ou Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de gens qui se diraient « bon, entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez ou Jean-Luc Mélenchon, je préfère quand même Emmanuel Macron ». Pour l'instant, toute personne qui est déçue d'Emmanuel Macron ne peut que voir la personne qu'il voudrait voir. Et donc les universités d'été, et vous le disiez très bien, Jean-Luc Mélenchon est peut-être en train de gagner cette bataille du leadership de l'opposition, d'un point de vue médiatique en tout cas, eh bien ces universités d'été auraient permis à Emmanuel Macron de se trouver une opposition et de dire « regardez ce qu'il y a en face, je suis quand même mieux qu'eux ». Vous êtes d'accord ? Oui. Ouais. A priori... je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron, actuellement, se plaigne énormément de ne pas avoir d'opposition. Je pense qu'il en a tort. Non, il a peut-être tort, mais de son point de vue, je crois que dans cette situation où il y a une polarisation entre son gouvernement, le pouvoir actuel et une opposition qui serait représentée par Jean-Luc Mélenchon, l'arrange justement. Oui. Je crois que le menu de la rentrée qui va vraiment porter principalement sur la loi travail, en tous les cas pour les 3 premières semaines, verra l'opposition de Mélenchon très fortement mise en avant, avec la combinaison également de certains syndicats. Donc je n'ai pas tellement d'inquiétude sur... Et puis n'oublions pas que Macron a beaucoup baissé dans les sondages, qui a vraiment une forme d'affaiblissement assez surprenant, qu'on n'attendait pas sitôt des opinions favorables au pouvoir. Et donc je pense que je ne suis pas tellement inquiet sur l'émergence d'opposition, au moins une qui est déjà bien en place, bien organisée, et qui a un peu gagné la bataille des 100 premiers jours. Selon moi, le vrai vainqueur des 100 premiers jours, c'est Mélenchon, la France des Insoumis, parce que face à 5 groupes parlementaires d'opposition, c'était pas évident quand même de gagner le leadership des oppositions, et là ils l'ont gagné, et avec le sujet de la loi travail, ils risquent de consolider leur avance, qui n'est pas qu'une avance médiatique, qui est une avance politique également. Frédéric Voscani, juste vous nous parliez il y a un instant des nouveaux leviers effectivement pour communiquer. Vous allez peut-être pouvoir nous aider à faire nos cahiers de vacances. Ça c'est aussi une nouvelle façon peut-être de faire de la politique. C'est La République en marche
qui propose donc des cahiers de vacances à qui le veut sur son site internet pour savoir quel type d'engagé on est, ou si on parle le Macron, par exemple. C'est vrai qu'on avait beaucoup relevé parfois le vocabulaire un peu rétro du futur président de la République avec ses poudres de perlimpapin, ce bovarisme, ce galimatia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des petits jeux comme ça qui sont proposés en ligne. On peut faire ses devoirs de vacances. Ça, c'est utile. Alors, c'est utile. Là, on voit bien qu'il s'adresse aussi à une certaine population. On est exactement dans l'éducation, finalement, dans l'éducation de certaines personnes qui ne sont pas rompues au jeu de la politique, etc. On est peut-être un petit peu dans l'infantilisation aussi, ce qui ne donne pas une image. C'est pas des choses comme ça. C'est pour pas être trop négatif. En même temps, quand on dit cahier de vacances, c'est aussi destiné aux enfants, puisqu'il y a même une interview du ministre de l'Éducation dans ces cahiers de vacances. Dans lequel on apprend qui dans 4 académies françaises, les enfants de CM2 sont partis avec les fables de La Fontaine, qui ont été remis par l'Éducation nationale à tous les enfants de 4 académies dans le but d'enseigner les classiques et les humanités. Ce qui est peut-être une bonne chose. Ça montre bien qu'en dehors des grands événements, il y a d'autres leviers, les leviers de communication digitaux, et les principaux partis vont devoir digitaliser leur communication. Ça va être un levier pour eux pour pénétrer davantage et aller à la rencontre d'autres militants. Sauf qu'on voit bien qu'il y a une différence entre un outil et l'utilisation qu'on en fait. Oui, bien sûr, c'est mis à disposition sur leur site web, mais mettre certains contenus sur un site, ça n'est pas tout. C'est le fond qui est important. C'est également distribué sur les marchés. Il y a une version papier. Moi, personnellement, il y a une chose qui m'a surpris en lisant ce cahier de vacances, et c'est tellement rare, ça mérite peut-être d'être souligné, c'est qu'il y a de l'humour dans ce cahier de vacances. Totalement. Il se joue un peu d'eux-mêmes. Oui. Il se moque un petit peu également d'Emmanuel Macron, avec ses formules, les formules d'Emmanuel Macron. Et c'est tellement rare en politique qu'on manie l'humour sur soi-même que ça mérite, à mon avis, d'être souligné. Après, il faut également voir qui est visé par ces cahiers de vacances. Et là, on est très clairement... Alors, c'est un peu triste parce que c'est infantilisant. Et en fait, ça vise qui? Qui est-ce qui va faire ces cahiers de vacances? C'est pas les enfants, c'est les militants. Et donc, ça montre bien qu'au bout du compte, En Marche est devenu un parti comme les autres. Et que les outils du militantisme, aller distribuer les tracts, les ballons, ou faire des cahiers de vacances, c'est pas nouveau. Souvenez-vous des jeunes pop qui, il y a quelques années, se faisaient moquer d'eux parce qu'ils distribuaient des tongs et des préservatifs sur la plage, avec marqué jeunes populaires. Donc, c'est pas nouveau. Et en fait, ça permet... Simplement, ça ne convainc personne, ça permet d'occuper les militants. Parce que quand vous avez une base militante, c'est bien parce que du coup, ça montre que vous avez des militants, mais c'est aussi un problème. Parce que ces militants, il faut les occuper. Il n'y a rien de pire pour un parti qu'un militant qui réfléchit et qui s'ennuie. Donc il faut l'occuper. Et pour ça, c'est peut-être un peu régressif, mais on lui propose des devoirs de vacances. Moi, je suis pas tellement d'accord sur le côté infantilisant. Honnêtement, ces cahiers de vacances, et objectivement, en l'ayant vu en version papier, la vraie différence entre la version papier et la version numérique, c'est le cahier central. Parce que dans le cahier de vacances en version papier, il y a un cahier central et qui est vraiment destiné aux enfants, parce qu'en fait, vous pouvez le pas dérouler. Les enfants qui vont les faire. Attendez, c'est une page blanche avec des dessins partout, avec écrit en haut liberté, égalité, fraternité, et tout est blanc et c'est fait pour colorier. Je pense que c'est vraiment fait pour les enfants, et je pense qu'il y a vraiment une stratégie là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que En Marche, c'est un nouveau parti. C'est un militant, La République En Marche, qui va le faire à ses enfants. Exactement, mais c'est très important cette dimension-là. Elle est très importante, notamment parce que la sociologie des militants d'En Marche, ils ont un peu rajeuni quand même le public des militants politiques. Ils n'ont pas 6 ans quand même. Pas 6 ans, mais c'est plutôt des classes moyennes qui ont entre 24 et 40 ans, qui forment la sociologie de base des militants d'En Marche. Donc ceux-là sont des jeunes parents, ils sont nouveaux en politique, et donc je pense que la conception de ce cahier de vacances, qui est vraiment très symptomatique de la tentative, alors est-ce qu'elle est réussie, c'est difficile à dire, mais de renouveler les codes du langage politique, elle est quand même intéressante, et elle vise, à mon avis, à la fois le militant lui-même, mais également son environnement proche, sa famille et ses enfants. Oui, il y a un côté intéressant, d'accord. Le problème, à mon sens, c'est qu'il devait se battre contre une image d'amateurisme, de débuter dans la politique, et là, ça ne fait finalement que conforter peut-être cette image-là, avec la façon dont c'est présenté, en proposant des cahiers de
vacances. Il y aurait peut-être eu, de façon publique, je dirais, au vu au su de tout le monde, ça aurait peut-être été plus s'adapter, de le faire de façon interne, de diffuser d'autres types de contenus pour sensibiliser, pour former, pour éduquer. Je pense que ça peut aller dans le sens de conforter certains dans l'image d'amateurisme. Mais alors, justement, à la rentrée, ça va être différent. On se souvient des marcheurs pendant la campagne présidentielle. Ils vont se remettre en marche à la rentrée, ces militants, parce qu'ils veulent expliquer aux Français le plan de réforme du modèle social voulu par Emmanuel Macron. Là, est-ce qu'on est dans un nouveau genre de militantisme ou ça existait déjà? Non, ça existait déjà. C'est-à-dire les militants socialistes, les militants communistes, un peu moins les militants républicains, mais quand même un petit peu, qui vont sur les marchés et qui tentent d'expliquer le programme du parti, ça c'est la plus vieille façon de militer du monde. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, c'est une façon d'occuper les militants. En fait, ce genre de militantisme, ce que montrent toutes les études de sociologie politique sur le militantisme, c'est que du point de vue des retombées politiques, ça ne sert à rien, ou presque. C'est juste pour occuper les militants. Ça occupe les militants, ça leur permet de les garder mobilisés et surtout de les former. Et ça, c'est très important, parce qu'en effet, il y a un manque de formation, un manque de cadre dans ce parti. Ça permet de faire émerger des têtes, de se connaître, de former un groupe, et ça, c'est important. Alors après, c'est également un peu dangereux, parce que vous le disiez très bien, la sociologie des militants d'En Marche est quand même très particulière. Ce pas des gens qui sont habitués au militantisme, et c'est des gens qui font partie généralement plutôt d'une classe moyenne supérieure, qui va peut-être mal passer sur les marchés quand ils vont expliquer ce qu'ils vont expliquer. Donc là, En Marche prend un risque, mais en même temps, c'est un parti qui a besoin de se structurer, et ce genre d'activité est une façon de structurer le parti, beaucoup plus que de convaincre les Français. François Bazin. Le problème d'En Marche, c'est de savoir si c'est un parti qui existe. Pour parler. C'est un... on l'a vu un peu pendant la campagne, mais depuis, c'est un parti qui n'a pas encore de statut, c'est un parti donc sans Emmanuel Macron qui n'a pas de direction. Vous connaissez, vous, les dirigeants d'En Marche? Moi, je connais le président de la République, le Premier ministre, je connais quelques députés. J'ai peur de me tromper de son prénom, mais c'est Madame Barbarou, la présidente du parti. Qui ne vient pas de n'importe où. C'est un parti dont l'activité est, au final, extrêmement faible pour le moment. Manifestement, ce n'est pas la priorité du moment. Pour le pouvoir. Mais peut-être qu'il est en train de se construire sous nos yeux, finalement, non, c'est ça? C'est quand même un des seuls partis. Ça vous pose question, visiblement. Non, mais c'est un parti qui, à mon avis, déjà été surestimé pendant la campagne, qui fonctionnait sur l'adhésion par le clic, qui était beaucoup adhésion gratuite d'ailleurs, pas obligé de gratuite, dont les militants, je crois, les vrais militants actifs sont quand même pas très nombreux, qui est un parti très curieux parce qu'ils ont des statuts qui sont en train de mettre en place qui une centralisation absolue. C'est un parti totalement verrouillé, mais c'est un parti centralisé qui n'a pas de centre. Là, en effet, c'est un parti original. Donc je pense que la seule fonction qu'il a, à mon avis, pour longtemps, c'est précisément via les réseaux sociaux, etc., d'être son propre média, de faire passer la parole qui, en effet, le discours qui, en effet, est la fonction classique des partis politiques. Je crois comme tous les partis, je suis assez d'accord avec vous, il y a un discours de rénovation de la vie politique, mais c'est vrai que dans les faits, En Marche ne réinvente rien. La formation des élus, la formation des élus, des référents, comme ils les appellent, et des responsables locaux du parti va être entre dans les fonctions normales des partis traditionnels. Là où En Marche a une longueur d'avance, c'est que En Marche tente de faire ce que les partis traditionnels ont oublié de faire. Ils ne faisaient plus depuis des années, parce que même les enjeux de formation des élus locaux ne se faisaient quasiment plus. Les partis étaient devenus des gestions d'écuries. On était soit pour Juppé, soit pour Sarkozy, ou pour les Républicains. Au Parti socialiste, c'était pareil, c'était des écuries qui fonctionnaient. Mais à la base, les militants se plaignaient sans cesse de ne pas être pris en compte, de ne pas... Donc, à En Marche, ils essayent. Laissons-leur le crédit d'un peu de temps pour voir si ça va fonctionner. Ils essayent de mettre en place une structure. Ils ont consulté pendant l'été de nombreux adhérents sur leurs besoins et leurs diverses c'est quelque chose de totalement vertical. Et il y a une raison pour laquelle c'est vertical. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne connaissent pas leurs militants. Quand vous étiez socialiste, vous entriez pour les connaître. Vous entriez au MJS, ensuite vous deveniez peu à peu, vous montiez le cursus honorum interne, et au bout du compte, on vous connaissait, on vous formait, vous savez de quel courant vous étiez, etc. Idem pour les Républicains, idem pour tous les partis. Là, les militants ont adhéré en cliquant, et du coup, la direction ne sait pas qui c'est.
Et la plupart du temps, quelle est leur structure idéologique, quelle est leur histoire? Sont-ils vraiment d'accord? Ça soit pour les élections, on a des royalistes qui se présentent au sénatorial pour En Marche. Donc en fait, ils ne savent pas réellement qui les soutient, quels sont leurs militants, quelles sont leurs bases. Pour un parti comme ça, la démocratie interne, c'est déjà dangereux pour n'importe quel parti. Pour un parti comme ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils ne savent absolument pas ce qui pourrait en sortir. Parce qu'on a presque envie de vous dire, mais ça peut être aussi une nouvelle façon de faire de la politique. Vous parliez des systèmes des anciens partis, mais écoutez, avec les courants la internes. Politique, il y en a beaucoup qui ont essayé, souvenez-vous des Verts. Au bout du compte, ils tombent dans les mêmes travers que les partis. Enfin, des travers non, dans la façon de faire des anciens partis, parfois même en pire. Parce que la politique est un jeu qui a ses règles, et si vous voulez le gagner, eh bien, il faut appliquer un certain nombre de règles. Et là, ce pour qui l'instant, implique, il en manque. Pour l'instant, voilà. Moi, donc, ils sont obligés de faire ce qu'ont fait les autres. Je peux peut-être un peu nuancer le propos. Par exemple, il y a la consultation des militants est quand même très fréquente chez En Marche. Elle était insuffisante dans les partis traditionnels. Encore une fois, la coupure entre les cadres des partis traditionnels et les militants de base est devenue une réalité qui a contribué avec d'autres éléments à l'effondrement des partis traditionnels. Donc chez En Marche, Madame Barbarou, qui vient du milieu de l'économie sociale et solidaire et du monde du travail, puisqu'elle a une vie entre la direction... politique aussi, radicaux de gauche aussi. Bien sûr, et la politique également, elle essaye de mettre en place cette dimension qui est peut-être utopique, qui ne va peut-être tenir qu'un temps, de laboratoire social, que certains, notamment Michel Rocard, avaient essayé de faire ça à gauche, de faire d'un parti politique un laboratoire social, c'est-à-dire une courroie de relations entre un militant politique et la société civile. Ça ne marchera peut-être pas. Il est vrai que la centralisation du pouvoir, notamment au niveau statutaire, est un grand classique des partis politiques. Est-ce que vous connaissez un parti politique, surtout de gouvernement, qui ne soit pas extrêmement centralisé et où tout le pouvoir est concentré Le Parti socialiste avant, ça lui a joué des tours d'ailleurs, mais c'était un parti c'est encore un parti beaucoup plus démocratique dans son fonctionnement que ce que je vois sur En Marche, où ça fait regretter le centralisme démocratique du Parti communiste d'avant. Hein. C'est quand même très 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 étonnant pour un parti nouveau de réemployer ces méthodes de verrouillage où la direction nomme après les référents locaux. Après, créer de la discussion et du débat dans ces conditions-là, je vous souhaite du plaisir. Hein. Ça vous pose question. En tout cas, visiblement, c'est un parti comme les autres qui va avoir son siège maintenant, puisque La République En Marche, on se souvient, avait son QG de campagne pendant la présidentielle puis les législatives. C'était dans le 15e arrondissement de Paris. Déménagement pour la mi-septembre. Voici les nouveaux locaux. C'est un hôtel particulier dans la très étroite rue Sainte-Anne, dans le 2e arrondissement de Paris. Pourquoi un déménagement ? Est-ce que... on va juste préciser. Parce que les anciens locaux devaient être détruits, je crois. Devaient être détruits ? Oui. Il les louait et devait être détruit. Donc je pense que c'est tout simplement. une raison assez simple, à moins de faire ça dans un bidon. L'argument qui a été mis en avant, c'est que la rue Sainte-Anne est beaucoup plus centrale, plus proche des transports en commun, ce qui permettra aux militants de se rendre au siège plus facilement. Bon, quand même, dans le 15e arrondissement, on était quand même dans le centre de Paris, et pas très loin des métros. Mais c'est vrai que là, ils ont choisi un quartier. Si les lieux ont un sens, on peut digresser sur le choix de Marseille pour les vacances du couple présidentiel. Le choix des lieux est toujours très important. C'est vrai que la rue Sainte-Anne, c'est très central, c'est tout proche du quartier des affaires, du triangle d'or de Paris. Voilà, donc quelque part, c'est très symptomatique aussi, très représentatif de ce qu'est En Marche et son véritable président qui est l'hôte de l'Élysée. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, la façon dont vous placez votre siège a, je dirais, une signification pour l'opinion. Solferino, c'est rive gauche. Alors maintenant, la rue de Vaugirard, c'est rive gauche, mais jusqu'à récemment, c'était la rue de la Boétie. Ça disait quelque chose, la Boétie, et ça disait quelque chose également, l'emplacement de l'ancien siège de l'UMP. Donc oui, ça signifie quelque chose. Il y a malgré tout peu de signification par rapport aux autres grands partis, ce qui montre bien en fait le relatif... je dirais pas vide idéologique, ce serait méprisant, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a un parti qui est un peu hors sol, qui n'a pas de base militante, qui n'a pas d'histoire, et donc à partir de là, on choisit quelque chose d'assez central. Ça permet de dire, eh bien, il y a un changement, on évolue, on grandit.
C'est ça le premier message. Et deuxièmement, ça permet de trouver un lieu relativement neutre qui permet un peu à chacun, qu'il soit de droite ou de gauche, de venir sans avoir une étiquette idéologique qui est préposée. On grandit, on a un nouveau siège. On grandit, mais pas forcément dans la demi-mesure, puisque les nouveaux locaux seront apparemment légèrement plus petits, enfin légèrement... Que le QG, 1000 mètres carrés contre 1100 ou 1000... Voilà, Mais 100 mètres il y a carrés. plus de salles de réunion pour pouvoir réunir les groupes Oui, mais et ça, les référents dans quels que soient les locaux, ça, l'intérieur se réorganise comme on le souhaite. On parlait de cahiers de vacances il y a un instant. Visiblement, les nouveaux députés, notamment les députés de La République En Marche, ne sont pas partis en vacances les mains vides. Regardez, c'était un livre publié il y a 5 ans maintenant, qui est devenu visiblement un best-seller à l'Assemblée. Manuel de survie à l'Assemblée nationale, l'art de la guérilla parlementaire, écrit par Magali Alexandre et Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux, qui à l'époque l'avait écrit à la fin alors qu'il était député. Visiblement, c'est un livre qui s'arrache à l'Assemblée nationale. C'est le best-seller de l'été. Si vous voulez, d'abord c'est un très bon livre pour l'avoir lu, et ensuite ça dit beaucoup sur ce qu'est le Parlement. Le Parlement, c'est pas des gens qui appliquent bêtement le droit, le règlement de l'Assemblée nationale. On leur aurait redonné, il paraît qu'on leur a donné, enfin ils l'ont normalement, le règlement de l'Assemblée nationale, ils l'auraient appris par cœur, ça ne nous aurait pas beaucoup aidé. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, comme le Parlement, ce sont des pratiques. C'est une façon de faire la politique, c'est une sorte de club en fait. La façon dont vous acquérez les règles de ce club, eh bien, elle est généralement liée aux anciens. Vous avez un ancien qui vous aide, qui vous socialise, et peu à peu, la première année, vous vous taisez, la deuxième année, vous apprenez, etc., etc. Le problème, quand vous avez un groupe pléthorique avec seulement 27 anciens, qui en plus ont été un peu mis de côté par les nouveaux, qui ont dit, mais ce sont des symptômes du vieux monde, mettons-les un peu de côté, à part François de Rugy. Donc, dès le moment où vous avez un groupe comme ça, vous vous retrouvez avec des députés qui vont au couac parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas les codes formels et informels de l'Assemblée nationale. Donc ce livre-là est une bonne lecture. Après, justement, faire de la politique à l'Assemblée nationale, c'est un peu comme un art martial ou le judo. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le manuel, apprendre par cœur le manuel. L'important, c'est la pratique. Oui, c'est et ça. donc, il ne faut pas s'attendre, faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de couac parce qu'ils auront lu le manuel. Et bien, ce qui est amusant, c'est que Jean-Jacques Urvoas, il a publié ce livre en 2012, mais pendant les 5 ans du quinquennat Hollande, comme vous le disiez, ça a été la cacophonie à l'Assemblée nationale. Les frondeurs ont laminé le quinquennat Hollande et ni le règlement de l'Assemblée nationale, ni tous les conseils des anciens n'ont pu empêcher l'éclatement interne du Parti socialiste. Député, arrêtez vos lectures, profitez de la place parce que ça sert à rien. Et donc je veux dire par là que les nouveaux députés, ils vont lire le règlement de l'Assemblée nationale, ils vont certainement lire, puisque ça leur a été demandé par la direction d'En Marche, ce manuel de survie à l'Assemblée nationale, mais rien ne remplacera la pratique politique, les jeux, les querelles politiciennes. On parlait du parti En Marche tout à l'heure. Grosso modo, Macron, il a mis son aile droite au gouvernement, très largement, et son aile gauche à la tête du parti. Et est-ce que cet équilibre va être maintenu? Combien de temps va-t-il tenir? Là, c'est encore une fois pas un livre ni un règlement intérieur qui vont permettre aux nouveaux députés d'entrer dans le grand bain de la politique politicienne. Mais effectivement, pendant une réunion de groupe, le livre a été donné à ces députés. La République En Marche, il y a même un photojournaliste à l'Assemblée qui a pris une photo qui prouve qu'effectivement c'est sur la table de certains des députés. Il y en a une, Agnès Thiel, donc députée de La République En Marche, qui se confiait aux Parisiens il y a quelques jours. Elle disait, oui, on va devoir potasser durant les congés afin que moi et mes collègues ne soient pas trop des novices pendant encore 6 mois. Donc c'est quand même une base de travail, visiblement. Je pense que depuis l'édition de cet ouvrage en 2012, peut-être qu'une mise à jour aurait été nécessaire pour les nouveaux députés, notamment sur un aspect qui, je pense, n'est pas abordé. Honnêtement, je n'ai pas lu l'ouvrage, mais vous pourriez me le confirmer. L'aspect de l'utilisation des usages des réseaux sociaux par les députés. Et ça a bien évolué en 5 ans. Notamment de Twitter, oui, siècle. en 2012, c'était une autre histoire. Est-ce qu'on parle de ces sujets-là? Justement, il y a certainement de bons conseils qui auraient été de bonne aloi pour les députés, pour leur expliquer comment utiliser ou ne pas utiliser, parce que dans certains cas, il peut être utile aussi de leur rappeler que parfois mieux vaut se taire, ne pas communiquer plutôt que de vouloir communiquer et le faire maladroitement avec ces nouveaux outils qu'ils ne maîtrisent pas tous, loin de là. François Bazin? Pour la postface ou la suite, il y a une façon assez simple, c'est s'inscrire à l'Université de Bretagne, puisque Jean-Jacques Urvoas va reprendre ses cours, je pense, au mois de septembre, puisqu'il a quand même écrit ce livre
connu un succès limité à l'époque, à tort d'ailleurs, mais enfin limité, et qui retrouve une seconde jeunesse grâce aux gens qui l'ont battu, puisqu'il était battu député. Par une députée de La République En Marche. Député En Marche. Ceci dit, pour revenir au livre, c'est quand même un démenti formel à ce que disaient les responsables d'En Marche il y a quelques semaines en disant non, il n'y a pas de problème dans notre groupe. Tout ça se passe normalement, nous inventons des choses nouvelles, on nous calomnie, on nous provoque, mais nous sommes un groupe extrêmement uni et extrêmement performant. Si on distribue aux députés un manuel de survie, puisque c'est le titre, c'est quand même qu'il y a un problème. Alors, est-ce que le problème peut être levé par le livre ? Pas inutile, mais enfin je pense qu'il y a quelque chose de plus, et qui tient, à mon avis, au fait que dans le groupe d'En Marche, la liaison entre les anciens et les nouveaux ne se fait pas bien. C'est pas la première fois qu'il y a dans l'histoire de la République des grandes vagues. Oui. Mais en 81, les députés socialistes étaient encadrés par les députés de 78, qui étaient déjà assez nombreux, et en 93, les nouveaux députés de la droite étaient encadrés par ceux de 88. Et ce sont les plus anciens qui, dans les premiers temps de la législature, animait, organisait le débat. Il y a eu quelque chose d'assez curieux en marche, c'est-à-dire qu'on a privilégié la nouveauté, la fraîcheur, le côté novice, et quand même assez systématiquement repoussé l'expérience, la pratique. Donc, c'est quand même là ce qui est l'enjeu pour bientôt, c'est de savoir comment ils reprennent en main leur groupe. Tout un monde est à réinventer. Merci beaucoup pour vos analyses. Restez avec nous, l'actualité continue, c'est le journal tout de suite sur LCI. Bonjour à tous, vous êtes bien dans la médiasphère. À la une, la liberté d'expression aux États-Unis. Peut-on vraiment tout dire outre-Atlantique? Et puis on parlera également de l'un des visages du gouvernement, Marlène Schiappa. Comment la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes parvient-elle à sortir du lot? L'analyse du nouveau phénomène médiatique avec nos invités. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques. François Bazin, bonjour. Bonjour. Journaliste et auteur de Rien ne s'est passé comme prévu, publié aux éditions Lafon. Michel Taube, bonjour. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale, et Frédéric Foschiani, bonjour. Bonjour. Fondateur de QSN Digital et spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation. On part donc pour commencer aux États-Unis pour comprendre ce qui se passe depuis les violences de Charlottesville, vous le savez, qui ont éclaté ce week-end. La liberté de parole est beaucoup plus étendue qu'en France, et ce alors on va en débattre, grâce au premier amendement de la Constitution américaine. Le voici, ce premier amendement. Il est question évidemment de cette liberté d'expression. En fait, le Congrès, ce qu'il est dit, c'est que le Congrès ne peut pas limiter cette liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout dire aux États-Unis? Benjamin Morel. En grande partie, oui. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez, à l'inverse de ce qui se passe en France, cette idée que tout peut être dit et ensuite on fait confiance à l'intelligence des électeurs pour décider si c'est ridicule ou pas. En France, on a un peu de mal à comprendre ça parce qu'on est un peu dans la tradition inverse. D'un point de vue historique, et ces dernières années, on a eu plusieurs lois, plusieurs textes de loi qui ont encore renforcé ça. Il y a 2 ans, on a eu un texte qui pénalise toute remise en cause d'un génocide choisi par une cour, enfin décidé par une cour. Ça pose un certain nombre de problèmes, notamment aux historiens. Si un historien sort un livre sur le génocide arménien, il a le risque, au-delà de ce qu'il peut en penser, d'avoir 30 associations qui portent plainte contre lui et qui, au bout du compte, risquent de mettre en danger sa carrière. On a eu une loi sur la moralisation politique qui rend inéligible toute personne condamnée pour racisme, pour homophobie, etc. Ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que du coup, vous avez le politique, vous avez des associations qui, pour tuer des hommes politiques qu'elles ne souhaitent pas, peuvent rentrer dans une entrave judiciaire assez dommageable. L'arbitre, c'est le juge, ce qui pose également question. On se souvient de l'affaire du mur des camps, etc. Donc, il y a 2 traditions très différentes qui, dans un cas comme dans l'autre, ont leurs dérives, ont leurs dangers. François Bazin. Oui, le premier amendement, c'est la loi ne peut pas interdire, sauf. Il y a quand même des saufs. C'est pas sauf l'appel à l'émeute, je crois. Oui, il ne faut pas que ça atteigne autrui, physiquement. La divulgation de documents.
quand même des gens qui sont poursuivis aux États-Unis pour ce qu'ils ont publié. Edward Snowden, ça prouve qu'on ne peut pas tout dire. Alors après, on peut juger et une liberté d'opinion, pas tout à fait d'expression. Il est vrai qu'il y a une liberté d'opinion qui est beaucoup plus forte, avec en même temps ce qui est la contrepartie, en même temps c'est le mot du moment, c'est-à-dire un contrôle social est quand même beaucoup plus fort. C'est pas la loi, c'est le contrôle social. Et en effet, on peut tout dire. Mais ce sont des sociétés où on peut tout dire, mais est-ce qu'on peut vraiment tout dire? C'est là où est la limite. Et on voit ce qui se passe à Charlottesville. Effectivement, ça illustre votre propos. Alors, si on peut tout dire, on peut aussi choisir de ne pas tout dire. Et ça a été le cas de Donald Trump, qui, dans ses propos de samedi, a condamné les émeutes de Charlottesville, mais en renvoyant les deux parties dos à dos. Tollé, du coup, le président américain, a été obligé de rectifier le tir hier soir. Nous condamnons de la plus forte des manières cette monstrueuse exposition de haine, d'intolérance et de violence. Cela n'a pas sa place aux États-Unis. Le racisme, c'est le mal, et ceux qui provoquent la violence en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le Ku Klux Klan, les néo-nazis, les suprémacistes blancs et d'autres groupes haineux qui sont répugnants face à tout ce qui nous est cher en tant qu'Américains. Voilà, il a été obligé de nommer clairement les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi aux États-Unis, même s'il y a cette liberté d'expression, il y a ce pouvoir, alors des associations, d'autres membres du Parti républicain, des citoyens, à pousser le président américain d'être un peu plus clair aussi. Alors, pour moi, c'est vraiment un tournant dans la présidence de Donald Trump, parce que Donald Trump, il a aussi été élu sur un électorat ultra-conservateur, raciste, d'extrême droite, qui a vu venir Donald Trump et qui a soutenu sa campagne, et notamment son insolence et la violence de ses propos. La violence de la campagne de Donald Trump est directement liée également à cette tradition de la liberté d'expression. Les propos qu'a tenus Donald Trump pendant la campagne auraient été inimaginables en France, où on ne tolère pas des invectives, des injures, comme Donald Trump s'est permis de le faire pendant la campagne. Donc là, en acceptant enfin de condamner très fermement et nommément, explicitement les racistes, le Ku Klux Klan, Donald Trump prend un risque politique très fort, c'est de se couper de sa base. Moi, j'aimerais revenir sur la première partie du débat. Cette tradition de la liberté d'expression, elle remonte à très loin. La France et les États-Unis ont deux modèles de liberté d'expression. Nous sommes les deux pays dans le monde qui avons donné, on va dire, à l'humanité une déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la déclaration américaine de 1786, qui a d'ailleurs été largement inspirée par Montesquieu, qui est un Français, et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et lorsque vous lisez les deux déclarations, c'est saisissant de voir combien la déclaration française affirme des libertés, notamment la liberté d'expression, mais toujours dans la limite de la loi. Dans la limite de la loi. Dans la limite de la loi. Il n'y a pas un article de la déclaration française qui n'enferme les libertés dans la limite de la loi. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, on fait beaucoup plus confiance aux citoyens et aux rapports sociaux qui viennent équilibrer les débats. En France, le racisme est un délit. Oui. Aux États-Unis, ça n'en est pas un. Voilà. Et donc, du coup, c'est tout ça qui est ressurgi aujourd'hui. Mais là, Donald Trump, politiquement, il fait un choix politique qui est en partie contraint, effectivement, qui n'est peut-être pas celui qu'il voulait faire parce qu'il sait d'où vient son électorat. Et là, il prend un risque. Obligé de le faire alors? Il est obligé de le faire parce que la pression a été terrible. Elle a été en interne, elle a été au niveau international, il y a une réprobation mondiale, mais notamment ce qui l'a beaucoup surpris, c'est qu'elle est venue des États-Unis. Il y a le chef, il y a deux membres du conseil des entrepreneurs qui conseillent le président de la République américaine sur sa politique économique qui a démissionné il y a 24 heures, alors qu'il était très proche de Donald Trump. Donc il a eu là des très fortes pressions, et donc il a fait un choix, mais encore une fois, c'est un choix qui politiquement risque de lui coûter cher. Frédéric Foschiani. Oui, on voit bien qu'il y a une évolution dans les mentalités au niveau de la population aux États-Unis, parce que s'ils ne peuvent pas... le premier amendement protège l'expression, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de tenir des propos racistes. En revanche, ce qui ne sera pas toléré, c'est l'appel, par exemple, à la haine, l'appel à la violence. Mais là, on voit bien que dans les propos de Donald Trump, il nomme les partis en question, mais il ramène toujours ça aux violences.
parce qu'il suscite de la violence, parce qu'il ne peut pas, sous prétexte du premier amendement, critiquer les propos purement racistes. Sauf que dans la population, ça commence à prendre le seul fait d'être raciste, ça aussi est de moins en moins accepté par un certain nombre de personnes, et on l'a bien vu notamment sur les réseaux sociaux, où il y a une montée en puissance de certaines réactions, sans compter bien sûr les réactions en interne au sein de son propre parti. Mais ça veut dire que la liberté d'expression, effectivement, c'est fondamental aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a le droit d'afficher ses opinions, y compris finalement nazies. Le Ku Klux Klan est une organisation légale aux États-Unis. En France, elle serait interdite. En Allemagne, ce serait interdit. Donc ce sont deux traditions différentes. C'est pas non plus que, quand même, que les États-Unis, historiquement, c'est le pays du macartisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des opinions qui ont été combattues par la loi avec des interdictions professionnelles. De quelle manière? Donc là aussi, peut-être qu'il y a des idées qui sont très à gauche, qui sont moins acceptées que des idées très, très à droite aux États-Unis, qui tiennent à la nature de ce pays. C'était dans le contexte de la guerre froide, avec le... Mais il y a toujours un contexte. Mais vous avez par rapport au principe, le contexte... Ce sont des contrôles qui sont en fait des contrôles moraux, des contrôles sociaux. Et ça, en fait, ça pose aujourd'hui un grand problème aux États-Unis parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, on a deux Amériques. Deux Amériques qui sont quasiment irréconciliables et qui n'ont quasiment plus que la haine pour rien. C'est-à-dire, on a une Amérique très trumpienne, très conservatrice, qui n'est pas vraiment choquée par le racisme, qui n'est pas vraiment choquée par toutes ces déclarations-là, voire même par une forme de violence. Donc on a un conservatisme, plus qu'un conservatisme, une radicalisation d'une partie qui est sans doute majoritaire, puisqu'elle a fait élire Donald Trump, de l'opinion américaine. Et d'un autre côté, on a une Amérique multiculturelle, à fleur de peau, qui est différentialiste, etc., qui, elle, ne supporte pas la moindre réflexion qui puisse remettre en cause la théorie du genre, qui puisse remettre en cause l'unité, etc. Donc, ce sont vraiment deux cultures américaines qui sont d'ailleurs géographiquement assez situées, New York, Los Angeles d'un côté, puis la Rust Belt de l'autre. Et ces deux Amériques sont irréconciliables. Pour Donald Trump, c'est très compliqué, comme vous le disiez bien. C'est-à-dire qu'il a été élu par la première Amérique. Mais en même temps, la deuxième Amérique tient les universités, tient les médias, tient beaucoup de leviers de pouvoir. Et cette Amérique, même s'il se confronte à elle depuis des mois, il ne peut pas non plus totalement s'en passer pour faire passer ses messages. Donc il est à la charnière de ces deux Amériques, parce qu'il est le président de tous les Américains, et ça c'est très compliqué. Il y a un élément aussi qui est important, c'est que depuis qu'il a été élu président des États-Unis, il y a eu une dizaine d'élections intermédiaires, des élections de représentants ou de sénateurs. Il a gagné toutes les élections pour le moment, Donald Trump. Donc là, il a pour l'instant le soutien de l'Amérique profonde. Est-ce ce qui s'est passé à Charlottesville et l'obligation pour lui de se couper, de condamner une partie de son électorat va lui faire perdre de prochaines élections? C'est pour ça que je disais que c'est un moment qui est décidé. Sur la liberté d'expression, un autre élément, c'est que l'Amérique découvre les limites de la liberté d'expression. Il y a un autre acteur clé qui est en train de le connaître avec vivacité, c'est Google, l'entreprise américaine, dont un salarié a diffusé sur le service interne de Google un propos sexiste pour dire les femmes ne sont pas aussi nombreuses que les hommes parmi les ingénieurs de Google parce qu'elles ne sont pas capables comme les hommes de... Il a été licencié par Google. Et il est en train de devenir, ce bonhomme, un des leaders des alt-right et de ceux qui soutiennent en partie le mouvement de Charlottesville. Donc, c'est dans l'ensemble de la société américaine que cette équation impossible entre la liberté d'expression et l'expression de valeurs qui sont profondément choquantes, qui sont racistes, qui sont d'extrême droite, qui sont sexistes, est en train d'éclater dans la société américaine. Même si, aux États-Unis, il vous explique aussi, c'est l'un des piliers de la démocratie. On est libre de dire, de penser ce qu'on veut. Oui, on est quand même libre de dire et de penser ce qu'on veut, parce qu'au bout du compte, quand la loi vient limiter, comme vous le disiez, la liberté d'expression, la question c'est qu'est-ce que la loi? La loi, c'est souvent l'opinion de la majorité, et donc la vision de la morale qu'a la majorité. Donc ça peut porter à des dérives, et du coup c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est dans deux modèles très différents, et deux modèles qui, les uns comme les autres, ont des problèmes et ont des vices. Ce que vous disiez tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire que le problème des États-Unis, c'est que vous avez une abstention massive. Donc du coup, celui qui gagne une élection, c'était le cas de Donald Trump, c'est pas celui qui arrive à avoir la plus large base d'adhésion. C'est pour ça que les sondages sur Donald Trump sont
peu paniquant. C'est celui en fait qui arrive le mieux à mobiliser son électorat, celui qui arrive à mieux motiver ses partisans qui souvent sont les plus radicaux. En abandonnant ses partisans les plus radicaux, Donald Trump, du coup, prend un risque politique important. Parce que si eux ne se mobilisent pas, les prochaines élections intermédiaires et les prochaines présidentielles, il aura du mal à les gagner. Juste pour revenir sur la liberté d'expression, le corollaire du premier amendement américain, finalement, c'est qu'il y a le droit à la dénonciation. Vous pouvez peut-être nous expliquer, Frédéric Foschiani, ce mouvement qui a été lancé, Yes, you are racist, sur Twitter. Donc ça veut dire, oui, vous êtes raciste. Ça existe depuis plusieurs années et depuis Charlottesville, on le voit fonctionner à plein. Ça aussi, c'est ancré dans les comportements, dans la culture américaine. Vous avez le Neighbors Watch qui fait qu'on va surveiller ce qui se passe dans notre quartier, etc., pour dénoncer s'il se passe telle et telle chose. Ce compte Twitter qui existe depuis plusieurs années a repris un regain d'activité avec les derniers événements, mais là en incitant à la délation, justement. Alors c'est vrai que pour nous, vu d'Europe, il y a un paradoxe, c'est-à-dire de voir à la fois qu'on va autoriser des personnes à manifester publiquement avec des ornements nazis, mais on va également inciter à la délation. Ce sont deux choses qui, pour nous, en Europe, sont complètement dans la plupart des cas, oui, et inacceptables. Simplement, cette délation, c'est-à-dire le principe du compte Twitter, c'est qu'ils incitaient les personnes à envoyer des photos donc à visage découvert des manifestants. Si vous les reconnaissez, voilà, vous nous aidez à les identifier. Donnez-nous leur nom, leurs coordonnées, etc., pour les dénoncer publiquement. C'est ce qu'ils ont fait à propos de un certain nombre de personnes. Alors là, ça peut aussi, malgré tout, poser un problème, parce que si le premier amendement protège l'expression raciste. En revanche, on voit bien que le premier amendement ne protège pas l'incitation à la violence. Certains tweets qui vont finalement dénoncer quelqu'un peuvent amener à inciter à avoir des comportements violents. Donc au final, les personnes qui agissent sur ce principe de délation pourraient voir la loi se retourner contre eux et aller à l'encontre de leur objectif. C'est une des forces de la société américaine, c'est que la société américaine repose sur la notion de contre-pouvoir, de pouvoir et de contre-pouvoir. Dès que Donald Trump a été élu, dès le lendemain matin, il y a eu des centaines d'initiatives prises pour soutenir les causes qu'avait dénoncées Donald Trump. Donc le soutien aux femmes, les minorités, les Mexicains qu'il avait en ligne de mire, etc. Donc tout de suite, la société américaine a réagi. Il y a des fondations qui se sont créées. Il y a des milliardaires qui ont dit « je vais soutenir ceux contre lesquels Donald Trump s'est engagé dans la campagne ». Donc la société américaine est une société qui est beaucoup plus réactive en termes de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc c'est vrai, les gens n'ont pas peur de faire face à des racistes, de les dénoncer, parce que c'est dans le fonctionnement de la société américaine. Alors qu'en France, on est dans une société qui est beaucoup plus jacobine, on attend beaucoup plus de l'État, on attend beaucoup plus des corps intermédiaires, et du coup, il y a moins de circulation, il y a moins de liberté d'expression, et moins de contre-pouvoir. Il n'y a pas une vision aussi binaire qui s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un monde où il y a les bons et les méchants. Il y a les bons et les méchants, mais il faut également revenir à la racine de la société américaine. À l'origine, la société américaine, c'est une société très homogène, de colons. Quand l'article 1er est rédigé, on est dans une société dominée par un protestantisme puritain, dans laquelle vous avez un contrôle social, vous le disiez très bien, très important. Dès lors, l'État n'a pas, comme en France, où en fait nos sociétés sont issues de la Révolution, des conflits, de luttes idéologiques extrêmement fortes, vous n'avez pas ça aux États-Unis. À l'origine, vous avez une homogénéité et on fait confiance à la société pour contrôler toute dérive. Et la dénonciation s'inscrit également dans cette idée-là. Dans un système protestant puritain, vous dénoncez votre voisin qui a péché, votre voisin fait une déclaration publique comme quoi il a péché, il se flagelle un petit peu publiquement, et tout d'un coup, la communauté le pardonne. Le problème, c'est que la société américaine, qui a mis en place ces institutions, a profondément évolué, et qu'aujourd'hui, eh bien, il s'agit de ce qu'ont toujours fait les Américains, de réinterpréter des très vieux textes à l'aune de problématiques très actuelles. Effectivement. Et est-ce ça pourrait ressembler un peu à ce qui a été vécu pendant la chasse aux sorcières? On peut faire un parallèle ou pas? Ou c'est possible? Non, je ne pense pas. Là, mais je rebondis sur ce qu'elle dit. Il y a la question raciale, c'est une question fondamentale pour les États-Unis. À partir de... Le premier amendement est porté essentiellement sur des questions religieuses. Enfin, son motif. J'ai fait mention. Après, l'histoire se développe, etc. Et il y a dans cette société une question qui est centrale dans un pays qui a
pratiqué la ségrégation raciale jusqu'à il y a encore 40 ans, qui est fondamentale et qui revient avec des systèmes, des lois, etc. différentes, mais enfin qui revient toujours et qui manifestement n'est pas encore traité. Et qui, à certains égards, est la cause du déclenchement du conflit de Charlottesville, parce qu'au départ, c'est le maire de la ville de Charlottesville qui a voulu déboulonner une statue du général des Confédérés qui était pour l'esclavage, qui était vraiment pour l'ancien monde, qui était pour un système féodal. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, non seulement les racistes, les membres du Ku Klux Klan, ils sont néo-nazis, mais ils sont aussi pour l'esclavage. Ils sont aussi pour des races aryennes supérieures contre des races inférieures. Voilà, ça renvoie à très très loin, et c'est effectivement une fracture qui traverse toute l'histoire de la société américaine et qu'on connaît encore aujourd'hui, donc en 2017. On va revenir en France pour parler politique. C'est l'un des visages qui émerge dans le nouveau gouvernement. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, elle a fait l'objet de pas mal d'articles ces derniers jours dans les hebdos. Regardez, quand on regarde effectivement cette photo du gouvernement, voilà, ce sont les articles dont elle a fait l'objet. Il y a très peu de visages connus. Voilà, Nicolas Hulot qui fait évidemment exception. Il y a évidemment Jean-Yves Le Drian, rescapé de l'ancien gouvernement. Et il y a Marlène Schiappa qui est un peu à part. Pourquoi selon vous ? Ça vous laisse dubitatif quand même. C'est difficile à dire. Elle est effectivement la seule membre du gouvernement issue de la société civile. Bon, Nicolas Hulot, il est issu de la société civile, mais c'était déjà un homme politique. Il a tenté d'être du Mans quand même. Oui. Elle avait du mandat. Hein. Oui, parcours politique quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pas son mandat d'adjointe au Mans qui l'a amené au gouvernement. Ce qui l'a amené au gouvernement, c'est ses engagements féministes, c'est son blog et son livre sur les femmes au travail qui l'ont fait connaître et qui l'ont fait remarquer. Mais c'est vrai, c'est une élue locale. Vous avez tout à fait raison. En fait, Marlène Schiappa me fait penser à Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle est arrivée en 2012, qui elle-même a été un peu qui est sorti comme ça médiatiquement et dont les médias ont fait une des égéries du gouvernement Hollande et qui avait été Hollande pendant la campagne et qui avait été porte-parole de Ségolène Royal en 2007, qui avait déjà un parcours politique. Mais je pense que les médias sont à la recherche. Moi, la médiatisation de Marlène Schiappa, c'est moins elle-même que la volonté des médias et de la société, d'avoir des figures qui sont représentatives des années Macron. Et ça renvoie au problème de la communication du chef de l'État et du gouvernement, qui est trop centralisé sur le chef de l'État et grosso modo le porte-parole du gouvernement, M. Castaner, qui est d'ailleurs plus à mon avis le porte-parole d'Emmanuel Macron. Il manque en fait des figures emblématiques du gouvernement, et c'est peut-être pour cela qu'elle est en train d'émerger. Il faut en trouver, Frédéric Sarkozy. Oui, il faut en trouver, sauf que là vous mettez le titre « Le buzz pour exister ». Il y a rien en communication, il n'y a rien de plus dangereux que le buzz, à vouloir faire le fameux buzz. On ne sait pas le buzz de quel côté il va tomber. Est-ce que ça va être positif pour mon image ou négatif? Et là, a priori, en ce qui la concerne, c'est que c'est systématiquement négatif. Elle intervient, donc effectivement, on cherche peut-être une image, mais vous disiez que ce sont les médias qui cherchent une figure. Je pense qu'elle est aussi à l'origine de cette médiatisation qui la concerne, mais pas forcément dans le bon sens. Elle a commis énormément, à chaque fois qu'elle intervient, quasiment, elle commet des bourdes en termes de communication qui sont assez hallucinantes. Voilà, sur le fond, qui sont en termes d'image, par exemple, si on prend son compte Twitter, où elle avait publié des photos au mois de juin, où elle se promène dans le quartier de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, là où des femmes disent être victimes de harcèlement, et là elle fait ça. Elle est donc seule, il y a quelqu'un pour prendre la photo, mais censément être seule dans la rue, en jupe courte, et voilà, les lois de la République protègent les femmes, elles s'appliquent à toute heure et en tout lieu. Pourquoi ça? C'était une grave erreur. D'ailleurs, elle l'a effacé quelques heures après. Ça a très très vite réagi. Cette orchestration de la communication, ça a très très vite réagi. Et d'ailleurs, cet épisode-là, c'est la trace la plus importante en ce qui la concerne sur les réseaux sociaux. C'est encore ces conversations-là qui sont les plus importantes. Il faut savoir que finalement, on parle assez peu d'elle sur les réseaux sociaux. Il y a assez peu de mentions qui la concernent, comme beaucoup d'ailleurs de personnes du gouvernement, à part de 3 personnes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on parle peu d'elle, malgré tout, plus de 85% des commentaires qui sont faits sont négatifs.
à son endroit. Donc le problème, c'est que sa communication, finalement, elle essaie de trouver des opportunités pour intervenir, de forcer, de créer le buzz parfois, comme vous le mentionnez, sauf que le buzz, on n'est pas en mesure de le maîtriser, et en ce qui la concerne, ça fait plutôt la desservir qu'autre chose. Elle est là pour défendre les femmes. Elle est là pour défendre l'égalité homme-femme. Elle est là pour défendre les femmes qui, notamment dans les quartiers populaires, sont sous la pression d'islamistes radicaux. Et on lui reproche, parce que pourquoi 85% de commentaires négatifs? C'est parce qu'on lui reproche de ne pas vouloir nommer les problèmes qui sont à l'origine des inégalités entre les hommes et les femmes. On lui reproche de ne pas s'être assez exprimé pour le moment sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. On lui reproche de ne pas avoir effectivement les épaules assez larges pour le moment pour porter une des causes sur lesquelles le président de la République s'était engagé quand il était candidat, à savoir l'égalité homme-femme. On s'attendait à un super ministère et on a qu'un secrétariat son absence, alors qu'elle a pris des positions sur, alors dit-elle, les violences obstétricales en France, qui a fait un tollé auprès des obstétriciens de France. Et puis, on va la regarder pendant une commission parlementaire. C'était également au mois de juillet. Regardez. Il n'y a pas d'homogénéité dans la France des inégalités entre les femmes et les hommes. Si on prend par exemple les chiffres des violences sur la voie publique, vous savez que dans le nord de la France, il y a énormément de violences sexuelles sur la voie publique. Si je prends les chiffres... Pardon ? Non, je vous en prie. Dans le sud aussi, mais pas partout dans le sud, justement, c'est là que j'en viens. Par exemple en Corse, il y a eu un viol sur la voie publique l'année dernière. Voilà, là ça a été aussi pointé du doigt sur le fond, c'est les approximations de chiffres qui sont données comme ça dans les commissions parlementaires. Oui, si vous voulez, enfin je vais être dur, j'en suis désolé. Emmanuel Macron avait fait une partie de sa campagne, en tout cas avait beaucoup parlé de ce sujet-là, le droit des femmes durant sa campagne. Le gouvernement est arrivé, il n'y avait personne. Il aurait pu nommer quelqu'un avec les reins solides, quelqu'un qui, au bout du compte, une personnalité féministe qui maîtrise réellement les sujets, type Elisabeth Badinter, Sylviane Agacinski. Il a choisi une ministre relativement people qui maîtrise peu ses dossiers. Donc déjà, ça montre assez bien l'importance qu'il donne finalement à ce dossier, limitée à ce dossier-là. Ensuite, elle a quand même un très petit budget. Et il s'agit pour elle de faire du plein avec du vide. C'est un peu triste, mais c'est le cas. Donc à partir de là, le buzz... qui a été réduit de 25%. Oui, le budget qui a encore été réduit. Donc si vous voulez, il s'agit de faire du plein avec du vide. Et au bout du compte, en termes de com, je ne sais pas si c'est bon, mais la plupart de ce qu'elle avance, au bout du compte, on peut se réjouir qu'elle n'ait pas de budget pour aller plus loin. Donc au bout du compte, il y a tout de même un gros problème sur ce sujet, qui est un sujet important et qui est un sujet qui tient à cœur d'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron et qui là est extrêmement maltraité. Alors elle s'en justifie dans une interview accordée au Monde, datée de... Enfin c'est dans un article au Monde et il y a ces propos qui sont rapportés datés d'aujourd'hui. Je suis dans la méthode En Marche, dit-elle. Je parle des sujets quand je les lance. Jamais je n'ai annoncé de mesures ficelées. C'est une bonne méthode de défense pour vous? Je ne sais pas si... C'est un aveu. C'est un aveu. Bon, enfin, le problème, je sais pas, elle voulait faire parler d'elle, elle a fait parler d'elle. Alors est-ce que elle a appuyé sur tous les boutons classiques qu'on connaît pour faire parler d'elle sur les sujets qui sont les plus réactifs, avec des prises de position qui étaient un peu transversales ou un peu provocantes ou un peu borderline, etc. Donc si c'était ça l'objectif, il est totalement réussi. Si la question est de savoir à quoi ça sert, alors là, je ne sais pas répondre. Alors, vous avez une figure, en effet, dans le gouvernement, dans les nouveaux, c'est elle qui apparaît. Mais elle apparaît sur quoi, pourquoi et avec quel effet. Si son objectif, c'est de faire parler d'elle, c'est une réussite. D'ailleurs, la preuve, ce plateau. Quoi. Oui, mais elle dit, par ailleurs, je suis impatiente, mais le perfectionnisme est la meilleure solution pour ne rien faire. Au moins, elle n'est pas immobile. Mais l'amateurisme est-il une solution pour tout faire? Pour l'instant, on n'a aucune proposition concrète. On a simplement des annonces polémiques qui font réagir les médias, les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'interrogation de fond sur cette question-là. Ça renvoie également un petit peu, je dirais, à l'électorat d'En Marche, qui est un électorat plutôt bien installé dans la vie, plutôt bobo, etc., dans lesquels ce type de problème est, on va dire,
moins pertinent que pour les catégories populaires, etc. Donc en fait, elle fait le service après-vente auprès d'un certain électorat. Le problème, c'est que, un, ça ne passe pas parce que souvent c'est ridicule, et puis deux, ça ne règle pas les problèmes qui sont ceux de l'égalité homme-femme. Ça ne concerne pas que les classes populaires, même dans les classes moyennes supérieures, il y a le problème de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, qui est un sujet sur lequel elle est très attendue. En fait, la grande cause nationale qu'avait annoncé Emmanuel Macron va être lancée au mois d'octobre. Ça va être lancé en mois d'octobre. Donc elle a jusqu'à octobre pour se perfectionner, parce qu'effectivement, la politique, c'est pas de l'à peu près. Ça demande de la précision, ça demande aussi d'avoir une vision. Et c'est aussi ce que beaucoup d'associations, pour l'instant, lui reprochent. Et quelle va être la vision qu'apporte la secrétaire d'État aux droits des femmes? Je parlais avant de Najat Vallaud-Belkacem. Lorsqu'elle est arrivée au gouvernement en 2012, d'abord elle était ministre, chargée des droits des femmes. Et de la vie générale, elle a été, pendant malheureusement trop peu de temps, puisqu'ensuite elle a été portée vers l'éducation nationale, mais elle a été une bonne ministre des droits des femmes. Tous les acteurs de l'égalité homme-femme ont été satisfaits, elle a travaillé, elle est rentrée dans les dossiers, et donc elle pourrait aller lui demander des conseils sur la façon de défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais toutes ces sorties, on va dire, maladroites ou brouillonnes, est-ce qu'elles auraient fait l'objet d'un tel bashing, je vais dire, si ça avait été un homme? Frédéric Foscani, vous qui êtes spécialiste de l'irréputation. En tel poste, ça aurait été pire. Alors ça justement, le fait, c'est un petit peu l'argument qu'elle-même a repris pour défendre Sibeth Ndiaye, justement, qui, suite à son SMS à propos du décès de Simone Veil, elle a saisi l'argument de dire, attention, il y a du bashing contre cette personne parce que, voilà, c'est une femme et parce qu'elle est noire. Du bashing, je dirais, tout le monde en subit. À partir du moment où on est une personnalité publique et on va s'exprimer, on prend le risque d'être critiqué. Donc il ne faut pas s'étonner de ça. Simplement, le bashing, il peut être justifié si effectivement il n'y a pas de fond et qu'à chaque fois qu'on intervient, ce ne sont que des approximations ou des erreurs ou des maladresses. Il y a un exemple qui va dans ce sens, c'est lorsque Christophe Castaner a fait un commentaire sexiste sur la visite de Rihanna au président de la République. Il a subi les foudres d'Internet, les médias en ont parlé, on en a parlé dans la médiasphère, voilà, donc c'est pas une question de... Voilà. Ceci dit, lorsqu'on est secrétaire d'État aux droits des femmes, encore une fois, on a, je pense, une vraie responsabilité. On a une obligation d'exemplarité, de défense exemplaire d'une cause qui est difficile à faire passer dans la société française. Il y a un autre exemple. La loi Copé-Zimmermann qui oblige toutes les entreprises de plus de 500 salariés à avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration depuis le 1er janvier 2017. Beaucoup de ces entreprises sont en retard. Est-ce que la secrétaire d'État s'est exprimée sur le sujet? Non. Alors, visiblement, elle veut faire de la pédagogie pour les entreprises qui ne respectent pas cette loi. Elle veut la faire sur quelques entreprises du CAC 40, alors que la loi concerne des milliers d'entreprises. Oui. Donc, véritablement, plutôt que de réinventer la Lune, qu'elle prenne les dossiers en main et qu'elle mène des actions très concrètes pour qu'on avance. Elle était connue, vous l'avez dit par ailleurs, avant d'être secrétaire d'État en tant que blogueuse assez influente. Elle a publié pas mal de livres aussi, comme Marianne est déchaînée ou alors Pas plus de 4 heures de sommeil, j'arrête de m'épuiser. Il y en a pas mal, hein. Elle a publié pas mal de livres. Elle aurait aussi écrit des livres érotiques, mais sous pseudo. Elle en a parlé sur LCI, elle était l'invitée de Bénédicte Le Châtelier il y a quelques jours. Ces romans dont on parle et dont on dit qu'ils s'échangent sous le manteau, ils sont signés Marie Minelli. C'est vous, Marie Minelli? J'ai dit toujours que je ne répondrai pas à cette question parce que ça n'a aucune importance de savoir si c'est moi ou pas, si on est plusieurs, si toutes les hypothèses qui ont été formulées. Si c'est pas moi du tout, je pense que ça n'a aucune importance. L'important, c'est de répéter que les femmes ont le droit de faire absolument ce qu'elles veulent, qu'elles soient au gouvernement ou pas. Donc pourquoi ça serait gênant après tout de le dire? Vous n'avez pas envie de répondre. Pourquoi elle ne répond pas franchement à la question, selon vous? Est-ce qu'elle assume, vu son rôle aujourd'hui, est-ce qu'elle assume ses précédents écrits, alors qu'elle pourrait parfaitement les assumer? Oui, ça renvoie à notre débat tout à l'heure sur la liberté d'expression. En France, on n'est pas aussi libre de son expression que dans les États-Unis. Sauf que pour une personnalité publique, lorsqu'on est aux États-Unis, publié en 2028, ça aurait pas de conséquences aux États-Unis. C'est sûr. Oui, mais justement, la culture n'est pas la même. Mais pour une personnalité publique, ne pas, je dirais, donner ne pas apporter une réponse à une question qui est clairement posée, ça sème le doute. Et donc, ça peut être un aveu dissimulé, mais
Au moins, ça sème le doute. Et du coup, qu'est-ce que les gens vont retenir? C'est qu'a priori, si elle n'en parle pas, c'est que c'est elle. Donc, pourquoi ne pas assumer les choses, clarifier la situation et passer au fond de son objectif, c'est-à-dire son actualité d'aujourd'hui. Oui, je crois que mieux vaudrait assumer, c'est-à-dire que ce n'est pas un crime d'avoir écrit des romans érotiques quelques années avant d'être ministre. Ça peut poser un problème en termes d'image, ça peut également être une façon de poser une image dans l'opinion et d'accepter, de représenter également cette liberté de ton, cette liberté d'opinion. Là, en effet, une telle communication, à mon avis, n'est pas très intelligente. Si son choix à l'époque était de le faire sous pseudo, c'est qu'il y avait des raisons. C'est normal qu'elle ne change pas. Elle a choisi le pseudo. Enfin, si c'est elle. J'ai cru comprendre que c'était même un livre écrit à 4 mains, si j'ose dire, mais où ils étaient plusieurs. Entre nous, quel est le problème, hein? Je pense que si elle disait que c'était elle, tout le monde repartirait. Là, la question va lui être posée. La question ne va être posée pendant quelques semaines, et puis on va passer à autre chose, et ça sera oublié. Le problème, c'est ce qu'elle fait, pas tellement ce qu'elle a écrit. Voilà, passons à l'action. On va passer un tour de table, vos coups de cœur et vos coups de gueule respectifs. Et alors, Michel Taube, vous êtes très attaché visiblement à la lutte pour l'égalité des droits des femmes et des hommes. Alors effectivement, parce que alors j'aurais pu parler de mes chaussettes oranges, parce que je ne porte que des chaussettes oranges contre les violences faites aux femmes. Parce qu'il y a tous les ans, le 24 novembre, il y a l'Orange Day, qui est une initiative des Nations Unies, donc une initiative très sérieuse pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est en Australie, si je ne me trompe pas, il y a un café qui a augmenté le tarif du café pour les hommes pour pouvoir compenser la différence salariale entre les hommes et les femmes, qui est de 17%. Et ce café rencontre un énorme succès. Ce sont les hommes qui viennent boire le café et qui veulent le payer plus cher pour compenser cette inégalité salariale. Donc c'était pour donner une idée à la secrétaire d'État Marlène Schiappa pour la prochaine grande cause nationale. Elle pourrait peut-être proposer à des cafés de prendre la même initiative, ou alors de véritablement sensibiliser les entreprises au rééquilibrage des salaires entre les hommes et les femmes. Donc c'est militant oui, c'est militant en tout cas qui est bien déçu par la secrétaire d'État, d'après ce qu'on comprend. Beaucoup de militants attendent beaucoup d'elle. Et donc ça c'est un bon coup médiatique de la part de ce café australien. Ça marche très fort puisqu'on en parle partout dans le monde. Et même ici, Benjamin Morel, vous nous emmenez en Espagne, c'est une marche pour le référendum catalan qui vous inquiète. Oui, si vous voulez, c'est le côté juriste un petit peu qui va parler, là, le côté un peu juriste en moi, le fait que... contre quoi manifestent ces militants? Ils manifestent en fait contre la Constitution de l'Espagne. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la Constitution de l'Espagne est un problème et qu'il ne faut pas l'appliquer. Ça, c'est très très dangereux. Jusqu'où ça s'arrête? Et à mon avis, on rentre dans quelque chose avec ces régionalismes qui n'ont rien à envier parfois dans certains territoires, notamment je pense à la Flandre et à la Ligue du Nord en Italie, aux militants d'extrême droite américaine que vous avez montrés. On a pendant des années dit « Ok, on va être libéraux, on va laisser à des groupuscules régionalistes extrémistes le soin de s'exprimer ». Ces régionalistes extrémistes ont réussi à prendre le pouvoir dans un certain nombre de territoires et aujourd'hui déstabilisent un certain nombre d'États. La Belgique, qui est au bord de l'éclatement, l'Italie, qui va très très mal et sans lequel, sans l'apport de la Ligue du Nord, il y a un danger de ne pas avoir de majorité, la Grande-Bretagne également, et évidemment l'Espagne, qui est dans une situation de paralysée politique, en grande partie à cause de ces régionalismes-là. Donc Emmanuel Macron nous a dit « je suis girondin ». Je pense qu'il y a tout de même une réflexion à avoir sur notre système. La force de la France en Europe, c'est justement son unité aujourd'hui. Et si on ne veut pas avoir demain des manifestations contre la Constitution et l'État de droit, eh bien, il faut faire attention à ce qu'on fait. En tout cas, les Catalans vont voter le 1er octobre pour leur indépendance. Et c'est un peu leur faire injure de penser ils sont démocrates, ils sont pro-européens. De même que les Écossais qui sont en rupture en partie avec le Royaume-Uni. Oui, mais je ne vais pas organiser, moi, de mon côté, un référendum au mépris de toutes les règles de droit en disant mes partisans veulent voter. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont favorables à l'indépendance vont venir voter, ceux qui sont défavorables ne viendront pas puisque c'est un référendum illégal. Donc en fait, c'est comme un grand meeting de partis et si le Front National demain fait adopter une motion par tous ses militants et tous ses sympathisants, on ne va pas juger que c'est la loi. François Bazin, ça vous faisait réagir vous aussi, ce référendum? Oui, le droit à l'autodétermination, ça existe quand même, au-delà de la réalité du sentiment autonomiste ou indépendantiste
en Catalogne n'est quand même pas tout à fait négligeable. C'est un mouvement puissant qui montre régulièrement sa force dans les élections et son caractère potentiellement majoritaire. Opposer à ça simplement le texte d'une constitution, je trouve que c'est un peu court. Il y a une différence fondamentale. Ça existe des États qui éclatent parce qu'ils ont, parce que leur structure idéologique, parce que le côté de la volonté de vivre ensemble n'est pas assez forte. C'est la Belgique est en effet dans cette situation-là, qui est un État récent et peut-être un peu artificiel. L'unité italienne est également récente et on voit bien les forces qui jouent à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on s'oppose à ça simplement en disant ah mais il y a la Constitution, ça me paraît un peu il y a une différence fondamentale avec ce qui s'est passé en Écosse. En Écosse, le gouvernement de la Grande-Bretagne a décidé il y a quelques années d'organiser un référendum que les nationalistes ont perdu, mais c'était un référendum qui était légal. C'est-à-dire que les partisans... Oui, mais qu'importe. Enfin, maintenant, vous avez un texte quand même qui fait office... Ils vont revoter l'année prochaine ou en 2019, 2018. Oui, mais là, pour le coup, sans l'accord. C'est-à-dire que lorsque vous organisez un référendum en voyant midi à votre porte, vous ne mobilisez que vos partisans. Oui. Donc, les résultats ne peuvent pas être représentatifs. C'est très différent quand vous avez un référendum légal dans lequel on invite chacun à aller voter. Là, en effet, c'est une consultation militante, et une consultation de militante ne peut tourner qu'à l'avantage de ceux qui l'ont sollicité. Qui pose forcément question. Frédéric Foschiani, vous mettez un blâme, on va dire, à Apple qui est un peu trop complaisant à votre goût en Chine. Alors Apple et aux autorités chinoises, mais ça, les autorités chinoises, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc par rapport au premier amendement aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, c'est qu'ils vont bientôt préparer à l'automne leur congrès du parti, donc ils sont en train de commencer à verrouiller la communication sur place, et donc ils ont mis en place une loi sur le cybercrime, et sous prétexte de cette loi-là, ils sont en train de censurer les réseaux sociaux, les principaux réseaux sociaux en Chine, à partir du moment où toute personne pourrait être poursuivie dès l'instant où elle va publier des contenus qui selon les autorités, peuvent nuire à la sécurité nationale. Donc là, c'est la porte ouverte à tout. Donc ils ont annoncé vendredi, pas plus tard que vendredi, justement, que une enquête était prise vis-à-vis des 3 plus grands réseaux, plus grandes plateformes en Chine. Donc Weibo, qui est un site de microblogging, donc l'équivalent de Twitter. Il y a Baidu, qui est l'équivalent d'un Google, donc un moteur de recherche, et WeChat, la messagerie. Ce qui se passe, c'est qu'ils avaient déjà demandé à Weibo donc de supprimer la fonctionnalité de filmer en live, donc l'équivalent de Periscope sur Twitter et de Facebook Live. Donc ils commencent vraiment à tout contrôler. Et là où effectivement, ce qui est un peu agaçant, c'est de voir le comportement d'Apple dans tout ça, parce que on est habitué malheureusement à ce que les autorités chinoises font chez elles vis-à-vis du droit à l'expression. Mais Apple, qui en son temps sur son territoire justement a su montrer qu'il pouvait refuser aux autorités, notamment au FBI, le fait d'accéder à des données sur un téléphone, etc. Là, sont allés accéder à la demande des autorités chinoises en supprimant donc de l'App Store des applications qui permettent aux Chinois de se connecter sans qu'on puisse identifier le lieu réel auquel ils se connectent, qui leur permettait jusque-là d'aller utiliser des sites bloqués comme Facebook, Twitter, etc. Merci pour vos regards sur l'actualité, vos analyses. Restez avec nous, la médiasphère est terminée. Mais tout de suite, l'actualité encore et toujours sur LCI, c'est le journal.